Une crèche, c'est pas une crèche, c'est moche. Ok, donc si je te dis ta coupe de cheveux est moche et dégueulasse, du coup t'es pas une femme et on lance une pétition pour te faire retirer de l'espace public parce qu'une vraie femme, ça ressemble à ça, tu dis quoi? Ah, ça pique! C'est exactement le même niveau d'argumentation que t'es en train d'appliquer, et d'autres personnes aussi, à la crèche de Bruxelles actuellement. J'ai même entendu dire que du fait de sa composition textile, elle pourrait prendre feu. Je pose ça là innocemment, mais quand on y réfléchit genre un tout petit peu, pas trop, à ce stade le cerveau pourrait cramer. En bois et en paille aussi, elle peut brûler, Et si au-delà du « c'est moche », le vrai problème c'était qu'on ne sait même plus dire pourquoi. On a des gens qui se disent chrétiens, censés parler d'amour, de compassion, de symboles, et qui passent leur journée pourtant à cracher sur une œuvre sans jamais se demander quel est le message derrière, ni si ce que leur goût perso, balancé avec autant de cruauté, font à la personne qui l'a créé. Et pendant que la meute se moque de l'artiste, détruit son image de marque et potentiellement sa santé mentale, Boucher, lui, fanfaronne derrière sa pétition, joue aux petits influenceurs au lieu de faire son vrai job de politicien. Et la Belgique, elle s'enfonce un peu plus dans la honte internationale. Dans cette vidéo, tu vas voir que cette crèche, c'est pas juste un truc moche sur une place. C'est un crash test grandeur nature de notre capacité à penser de par nous-mêmes, à nous exprimer autrement qu'en hurlant avec la foule et à soutenir ou flinguer des artistes et leurs marques qui essayent, eux, de valoriser leur pays et font tourner une économie déjà mise à rude épreuve. On va décortiquer comment Georges-Louis Boucher a transformé cette crèche en arme de communication massive, ce qu'il y gagne, ce qu'il risque et ce que ça raconte de son personal branding. Et on terminera bien sûr par la partie la plus inconfortable dans tout ça, l'image que la Belgique renvoie de son esprit crétin. Son esprit chrétien au monde quand on est incapable de parler d'art sans hurler « c'est moche » ou « c'est un scandale ». Même si la Belgique, je pense, est à un stade de déchéance civilisationnelle peut-être un peu plus avancé que la France. Mais mec, j'aimerais tellement pouvoir te donner tort, mais je peux pas. Commençons par le commencement. Comment en est-on arrivé à remplacer la crèche en bois par des personnages en tissu? Tu vas voir, c'est super simple. L'ancienne crèche étant en fin de vie, la ville a contacté en mars 2025 l'archidiocèse de Malines-Bruxelles et la maison de la mode et du design pour la remplacer. Un appel à projet a été lancé, une sélection a suivi et mené tout droit au choix de Victoria Maria Geyer. Donc c'est une designeuse et architecte d'intérieur bruxelloise qui par ailleurs est catholique pratiquante. Jusque-là, c'est un process assez normal avec des gens assez normaux qui font leur boulot assez normalement. Jusqu'au moment où Internet a décidé que non. Maintenant que le contexte a été replacé, voyons qui est vraiment l'artiste derrière cette œuvre et ce qu'elle a voulu nous partager à la base. Victoria Maria Geyer, ce n'est pas une stagiaire en art plastique qui a un petit coup de vin chaud dans le nez, non, c'est une architecte d'intérieur reconnue, basée à Bruxelles, catholique pratiquante, qu'on a choisie précisément parce qu'elle sait travailler les symboles, la couleur et la narration visuelle. En fait, ce qu'elle fait là, c'est du branding appliqué au sacré, elle prend une idée, des valeurs, des symboles, une histoire, et elle les traduit en espace, en couleurs, en matière et en message. Et c'est exactement ce qu'est censé faire ta stratégie de marque. Ton entreprise porte une idée centrale, dans le cas de Noël, c'est l'amour, l'espoir, la vulnérabilité partagée. Tu as des valeurs, accueil, solidarité, simplicité, peu importe. Tu as un message, ce que tu veux que les gens retiennent de ta marque en repartant, et tu dois faire passer tout ça sans discours de 3 heures, juste avec ce qu'on voit, ce qu'on ressent dans les 3 premières secondes de contact avec elle. Et dans cette histoire, Victoria Maria, elle a pas juste dit « on va mettre 3 bouts de chiffon debout et appeler ça Jésus ». D'abord, elle a voulu une crèche autour de laquelle tu peux tourner, comme une petite architecture à 360 degrés, pas juste un décor figé qu'on regarde de loin. La tente blanche translucide est inspirée des serres royales de Laeken, un symbole ultra belge reconnaissable qui renvoie à la fois au patrimoine et à ce côté écrin de verre où on protège quelque chose de précieux. Mais venons-en maintenant au fameux visage en patchwork, sans yeux, sans bouche, sans traits. Eh bien non, c'est pas une erreur de design, c'est volontaire. Elle explique qu'elle utilisait des tissus recyclés en ton beige, brun, pour que chaque catholique, peu importe son origine, puisse se reconnaître dans la scène. C'est en haut adoré, d'autres ont pensé que c'était de mauvais goût, mais on a accepté l'idée que c'était une interprétation, un parti pris. Par contre, dès qu'on touche à une crèche en tissu sur la Grand Place, là, bizarrement, beaucoup ne voient plus qu'un sacrilège en chiffon moche et perdent toute capacité à regarder l'œuvre comme une proposition artistique, même si elle bouscule leur code. Bref, son choix de patchwork, c'est une manière visuelle de dire ce récit-là, il est aussi pour toi, même si tu ne ressembles pas aux images pieuses de ton enfance. Et non, c'est pas fait pour les Arabes pour leur faire plaisir. Et by the way, historiquement, Jésus vient du Moyen-Orient, les gars, pas des Ardennes enneigées. Le doyen de Bruxelles a tout particulièrement aimé ce projet parce que ça rappelle aussi que ces visages sans traits incarnent l'anonymat et la détresse des personnes à la rue, les milliers de gens, notamment qui dorment dans les rues de Bruxelles. Et enfin, si l'artiste a aussi choisi le tissu pour la créer, c'est parce que c'est tout un symbole pour plusieurs raisons.
Le textile, c'est doux, c'est froissable, c'est fragile et ça s'abîme comme les corps, les vies et la foi, qui est d'ailleurs parfois mise à rude épreuve. Elle a fait le choix de tissus de récupération parce qu'ils reflètent la pauvreté, mais aussi le savoir-faire belge au niveau des textiles, cette tradition qu'on voit à l'international et dont on devrait pourtant être fier. Mais le plus ironique dans toute cette histoire, c'est qu'à Bertry, devant le centre culturel, t'as aussi une crèche 100% textile entièrement en laine, crochetée par un groupe de retraités qu'on appelle d'ailleurs les Bertry-coteuses. C'est fait avec de la laine récupérée, des dizaines de petits carrés assemblés, c'est hyper kitsch et tout le monde trouve ça plutôt réussi, chaleureux, mignon, malgré l'absence de visage également. Deux régions, deux avis diamétralement différents. Bertry, c'est la convivialité, le lien social et la fierté locale. À Bruxelles, c'est purement et simplement une abomination, une insulte aux traditions et une création du diable. Cherchez l'erreur. Ça prouve bien que le problème finalement, c'est pas le tissu ou le fait qu'il n'y ait pas de visage, c'est la manière dont certains cherchent à s'approprier le narratif autour de cette œuvre. Mais avant de t'expliquer ce point, je continue la suite de l'histoire. Arrive le jour fatidique de l'installation, la crèche se monte, les gens découvrent petit à petit le résultat et là, la polémique explose avant même l'inauguration officielle. Les photos tournent sur les réseaux, les commentaires fusent et très vite, quelques personnalités viennent jeter de l'huile sur la crèche. Le footballeur Thomas Meunier notamment lâche qu'on a touché le fond et on continue de creuser. Hey Thomas, tu penses qu'on pourrait aller encore plus loin si on la faisait en peluche de nombril? Si, je te jure, ça existe. En fait, un jour, j'ai enlevé une peluche de mon nombril et je me suis dit, mais ce que tu jettes là, c'est de la matière première. Et de la matière première gratuite. Dans une industrie hyper polluante, ils revendiquent une empreinte carbone proche de zéro, car ce sont les clients eux-mêmes qui déposent leur peluche de nombril. Georges-Louis Boucher, lui, parle d'ineptie, d'insultes à nos traditions, compare les personnages à des zombies, et son parti, le MR, dégaine une pétition pour faire retirer l'œuvre. Et là, petit rappel intéressant, je n'ai pas le souvenir que le rebranding de marché de Noël en plaisir d'hiver ait déclenché autant de cris au blasphème. On a changé le nom de la fête, le symbole même, ça fait parler, oui, mais rien à voir avec le cirque actuel. Par contre, tu touches à la matière des personnages de la crèche et soudain, c'est la fin de la civilisation occidentale. En termes d'image de marque, c'est quand même fascinant. Ce qui choque le plus les gens, c'est pas qu'on ait rebaptisé Noël en plaisir d'hiver, c'est qu'une artiste ose toucher à l'image qu'ils se font de la crèche dans leur tête. Donc en gros, tu peux changer le nom, ça passe crème. Tu touches à l'imaginaire, c'est l'explosion. Et le plus dingue, c'est que si ces personnalités s'étaient intéressées genre 2 minutes à l'idée et au message que représente cette crèche, elles auraient vu que leurs punchlines ne tiennent pas la route du tout, comme j'ai déjà montré plus tôt dans cette vidéo. Alors, on a le droit de pas aimer. On a le droit de trouver ça moche, d'être perturbé et de pas adhérer. Je respecte à 100% l'opinion des gens, mais dire que c'est pas de l'art ou que ce n'est pas une crèche sous prétexte qu'on n'aime pas, là va falloir qu'on m'explique. Jusqu'ici, j'ai entendu aucun argument solide qui justifie ce genre de propos. Ce qu'il y a d'intéressant avec l'art, justement, c'est pas de cocher la case beau, pas beau. C'est de pouvoir exprimer une opinion personnelle avec un minimum de nuances. Par exemple, moi, je suis pas fan à 100%. Pourquoi ? Perso, je trouve que l'extérieur blanc de la crèche, c'est froid et c'est limite clinique. Et enfin, l'absence de visage, moi, ça me perturbe aussi. Du coup, je comprends que ça puisse heurter certaines personnes. Par contre, j'adore les couleurs et les textures des tissus et le travail de réflexion du concept de Victoria Maria, que je trouve fin, intelligent et inspirant. La preuve qu'on peut avoir un avis nuancé, je peux être mitigée sur le résultat visuel final tout en respectant profondément la démarche de l'artiste. Mais bon, si monsieur Georges-Louis Boucher s'intéressait un peu plus à la vraie culture qu'aux voitures de course et ce qui est superficiel, il saurait que l'art est subjectif et que ça va un peu plus loin que j'aime pas ou je comprends pas, donc d'office c'est nul. Honnêtement toi, t'en penses quoi de cette crèche? Et surtout, si demain c'était ta marque à la place de cette œuvre, tu serais prête ou prêt à encaisser ce niveau de mauvaise foi, de récupération et de jugement express? Bon, maintenant qu'on a compris d'où vient cette crèche, ce qu'elle veut dire et comment tout le monde est parti en vrille dessus, maintenant on va faire ce qu'on sait faire de mieux sur cette chaîne. Un vrai scalp de marque en bonne et due forme. Parce que dans cette histoire, il y a 3 marques qui prennent cher. L'artiste, le politicien et le pays. Et on va commencer par celle qui n'a rien demandé, Victoria Maria Gaillard. Sur le papier, tu pourrais te dire, good ou bad buzz, elle a gagné en visibilité. L'important, c'est qu'on parle de toi ou de ta marque, peu importe comment. Eh bien non, c'est totalement faux. En réalité, c'est même beaucoup plus sale que ça. Elle se prend une avalanche de moqueries, des attaques perso, des remises en question de sa foi, de son talent, de sa légitimité, le tout sur base de propos tenus publiquement, notamment par Georges-Louis Boucher, on verra pourquoi plus loin, et pas sur son intention réelle ni sur le sens de son travail. Derrière le fameux « l'important c'est qu'on parle de toi », il y a 2 croyances complètement foireuses. La première, c'est de penser que « attention égale succès ». Avoir de la notoriété, donc on te connaît, n'implique pas que forcément il y ait de la désirabilité où on te veut toi ou ta marque. Un bad buzz peut donc augmenter la première tout en détruisant la deuxième. Et enfin, la deuxième fausse croyance, c'est que toute émotion forte est bonne à faire ressentir.
Tant que les gens réagissent, like, commentent, c'est perçu comme positif. Sauf qu'en branding, ce qui compte, c'est pas avoir une réaction qui est important, mais la nature de celle-ci et comment elle va influencer la relation que tu entretiens avec ton audience. Est-ce qu'elle est dans la confiance, dans la méfiance, dans le rejet ou dans la moquerie? Et comme l'être humain se base très souvent sur sa première impression, l'audience va coller à Victoria Maria une étiquette du style « la nana qui a fait une crèche qui coûte un rein » ou « l'artiste humilié en place publique ». Et après ça, tu peux faire tout le storytelling du monde, toi et ta marque, vous partez avec un handicap, c'est certain. Parce que concrètement, elle va se taper tous les haters du coin, des trolls bien chauds et des blagues cruelles à répétition. Alors oui, son nom circule, son audience grossit, ses stats explosent, mais son taux de conversion, donc les gens qui veulent acheter chez elle, il est peut-être en PLS lui. Et la confiance de ses clients, de ses collaborateurs, de ses futurs partenaires dans tout ça, ils peuvent flipper devant la pression de la polémique et se barrer à la vitesse grand V. Pour une partie du public, elle devient et restera la meuf qui a sali Noël. Là franchement, tu peux dire merci Georgie, hein. Après ce sera encore les mêmes grandes gueules qui viendront pleurer sur les gens au chômage ou les faillites. Faudrait commencer peut-être par arrêter de tirer une balle dans le pied de ceux qui essayent de créer de la valeur, hein. Bref, il y a un truc à retenir sur ce point pour ton business, c'est que le plus important, c'est pas juste qu'on parle de ta marque, c'est ce qu'on en dit et ce que ça donne envie de faire ou de ne plus jamais faire avec elle. Bon allez, maintenant on va parler de notre influenceur national, Monsieur Boucher. Son move, c'est typiquement le genre de mécanique que Bernet décrit dans son livre Propaganda. Et je vais vulgariser ça parce que sinon ça pourrait rester un mot flou et moi je veux que tu comprennes tout. Pour Bernet, la propagande, à la base, c'est pas forcément le mal absolu. D'ailleurs, dans son livre, dont tu peux retrouver la ref du bouquin ici dans la description si tu veux creuser, il parle d'un pouvoir invisible de gens en coulisses, politiques, communicants, industriels, qui orientent l'opinion publique, façonnent ce que les masses pensent, aiment, acceptent, pour les faire justement adhérer à des idées qu'ils estiment bénéfiques pour eux, pour la société. Ça, c'était l'origine propre de la propagande. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a incité des gens à se laver les mains et à mettre leur ceinture en voiture. Le problème, c'est que ce mécanisme-là est ultra facilement détourné. Tu prends la même recette et au lieu de l'utiliser pour le bien commun, tu l'utilises pour servir ton agenda perso, ton parti, ton ego. Et selon moi, c'est exactement ce qu'a fait Monsieur Boucher ici. Il s'en fout de la crèche au fond et ne comprend visiblement rien à l'art. Ce qui l'intéresse ici, c'est utiliser l'émotion du peuple comme carburant pour taper de façon détournée sur ceux qui ont commandé l'œuvre. Et pour y arriver, il capte un symbole culturel et émotionnel, la crèche, Noël, la foi, nos traditions. Il simplifie tout en mode « leur crèche, c'est un délire textile », vous avez des traditions saines. Il associe ça à des mots très chargés de sens, comme par exemple ineptie, insulte à nos traditions, zombie, et lance une pétition. Et là, les gens, ils font quoi dans tout ça? Un raccourci dans leur tête. Waouh, t'as vu ce qu'ils font avec notre argent en pleine crise dans notre pays? Combien ça a encore coûté? Ça pour arriver à un résultat qui est vraiment malheureux. Pas besoin de dire PS, Parti Socialiste, la gauche ou quoi que ce soit, les gens font immédiatement le lien tout seuls. C'est ça la force de la propagande. Tu utilises un symbole culturel et affectif pour faire passer un message politique sous le radar tout en donnant l'illusion que l'indignation vient spontanément du peuple. Alors qu'en vrai, elle a été allumée et cadrée par quelqu'un qui sait exactement sur quel bouton émotionnel appuyer. Et pendant ce temps-là, notre petite Georgie nationale récupère toute la chaleur du peuple pour son image personnelle. Alors oui, cette crèche représente un budget d'environ 65 000 €, mais pour une structure pensée pour rester plusieurs années sur la Grand Place avec un contrat initial de 3 ans, qui a été finalement prolongé jusqu'à 8, sauf erreur de ma part. On ne parle pas de 3 bouts de chiffon posés là pour un seul Noël, derrière les tissus de récupération, il y a une création, une structure, des équipes techniques, le montage, la sécurité, très utile on l'a vu d'ailleurs, le stockage, la coordination avec la ville, etc., etc., etc. Ben oui, quand on n'est pas indépendant, on oublie vite que tout ça, ça se facture, ça a un coût. Et puis Meunier, il peut critiquer, mais il est payé combien pour taper dans un ballon 90 minutes sur une pelouse sponsorisée, lui? Et attention, la question c'est pas de dire on peut plus rien dire. C'est qu'est-ce qu'on choisit de pointer du doigt quand on a une grosse audience et une grosse responsabilité en termes d'exemples à donner, comme ces personnalités publiques. Ce qui m'intéresse ici en tant que stratège, c'est justement ce choix de combat. On vit dans un pays où les montants discutés à Bruxelles et en Europe se chiffrent en milliards, où des dossiers autrement plus lourds traînent dans des tiroirs. Et je parle de finances publiques, de banques, de marchés publics, d'enquêtes pour blanchiment d'argent, etc. Et pourtant, ce qui déclenche l'alarme rouge, ce qui fait hurler sur les plateaux, c'est 3 silhouettes en textile sur la Grand Place.
Micro-montant, maxi-buzz, sorry, mais niveau hiérarchie des priorités, on a vu mieux. Sans oublier d'autres détails peu glorieux pour l'image de marque de Georges-Louis Boucher. En effet, récemment sur un plateau TV, il a assumé avec un grand sourire qu'il était fier que Didier Reynders soit son père politique. Petit rappel utile, Didier Reynders est aujourd'hui inculpé pour blanchiment d'argent via dépôt en cash et jeu de hasard. On parle de montants qui tournent autour de millions d'euros au total. Bien évidemment, il bénéficie de la présomption d'innocence, mais on parle quand même d'un gros scandale et pas d'une amende pour un stationnement pas payé. Et ce n'est pas comme si c'était son seul boulet narratif. Entre sa participation très commentée à l'émission de télé-réalité Special Forces et les polémiques maison façon Julie Taton, on est plus proche d'un épisode gag que d'une image de sérieux. Sans oublier d'ailleurs la bagarre en Flandre. On se retrouve donc avec un président de parti qui hurle au scandale pour une crèche à 65 000 € qu'il veut faire dégager, ce qui coûterait encore plus d'argent au public, soit dit en passant, et qui se dit fier d'être associé à une figure aujourd'hui empêtrée dans un dossier financier infiniment plus sale. Bon là on a vu qu'on n'avait pas tous les mêmes priorités, c'est clair. Il répète qu'une société inclusive c'est une société qui rassemble, mais sa com repose surtout sur le fait de fracturer l'opinion et de se poser en héros d'un camp contre l'autre. En termes de cohérence perçue, pour son image perso et pour celle de son parti, ça pique un peu. Alors, petite précision importante avant que certains saturent dans les commentaires, je ne roule pour aucun parti. Je n'ai absolument aucun intérêt à défendre le PS, le MR ou quelque autre parti politique, je m'en fous. Ce qui m'intéresse ici, c'est la cohérence entre le discours, les symboles qu'on utilise et le comportement réel. Et là, en termes de branding, le décalage se voit à l'œil nu. Et puis, y a son style de communication. Le mec, tu le mets dans un débat, il passe son temps à couper la parole de l'autre, hausser le ton, empêcher la phrase d'en face d'exister jusqu'au bout. On dirait Dudley Dursley qui roule des mécaniques devant un enfant chétif. Pour une partie de son camp, ça ressemble à de la combativité, mais en termes de perception, ça envoie surtout un message très simple. Mes arguments ne sont pas assez solides pour tenir si je laisse l'autre aller jusqu'au bout. Quand ta force principale, c'est le volume sonore, le torse bombé et l'arrogance dès qu'on te contredit, c'est jamais bon signe pour la profondeur de ton discours, ni pour la crédibilité de ta marque personnelle. Résultat, pour son image de marque, chez ses fans, il renforce son positionnement de type qui ose dire tout haut ce que les autres pensent tout bas, et chez ses détracteurs, il installe l'image d'un politicien plus obsédé par le buzz que par le fond, superficiel sur la culture et très sélectif sur les combats qu'il choisit de défendre. Le problème en branding, c'est que ce genre de positionnement finit souvent en cul-de-sac. Tu fais du bruit, oui, mais plus tu joues avec ce registre-là, et plus tu deviens une drama queen permanente, et pas le leader crédible à qui on confierait quelque chose de vraiment précieux. Faire du bruit, c'est pas si compliqué. Le vrai sujet, c'est est-ce que ce bruit te rend plus crédible, ou traduit simplement ta capacité à créer des polémiques de 3 jours. Et maintenant, parlons de la Belgique. Officiellement, on vend quoi ? Un pays ouvert, créatif, européen, Bruxelles, capitale de l'Europe, et les plaisirs d'hiver comme vitrine magique pour les touristes. Alors la grande question, c'est cette histoire, elle renvoie quoi comme image à l'international de la Belgique ? Eh bien, qu'elle s'écharpe sur une crèche textile, qu'un politicien parle de zombies en tissu et que la tête du petit Jésus a été décapitée et puis volée. Des médias étrangers s'en mêlent et parlent de faceless nativity, de crèche zombie ou encore de culture war. En bref, on passe pour un pays incapable de gérer un symbole religieux sans s'écharper, avec en bonus un manque flagrant de culture artistique et de nuances. Notre plat pays renvoie l'image d'un endroit où on ne sait plus formuler un avis personnel nuancé et articulé autrement qu'en « c'est moche, c'est un scandale ». Et ça, pour notre image à l'échelle internationale, c'est franchement catastrophique. Moi, perso, j'ai honte de l'image qu'on renvoie actuellement, parce que c'est pas juste une crèche qui est ridiculisée. C'est la maturité culturelle d'une nation qui est salie par certains représentants politiques et par tous ceux qui suivent sans réfléchir. Et le timing est encore plus absurde quand tu regardes le contexte économique. Et oui, la Belgique a déjà perdu des places dans les grands classements de compétitivité et l'Europe globalement recule face aux États-Unis et à la Chine sur plusieurs indicateurs. Innovation, productivité, part de marché, tech, etc. On n'est plus en position de boss final sur la scène mondiale, on se bat pour rester dans la course. Dans ce contexte, chaque fois qu'on passe pour un cirque à l'étranger, on complique un peu plus la tâche pour attirer des investisseurs, convaincre des talents de venir bosser ici et maintenir une image du pays sérieux, créatif et fiable. Et ça dit quoi en termes de branding ? Que c'est pas parce qu'une marque a de l'autorité sur son territoire qu'elle est crédible aux yeux du reste du monde. En SEO, on parle de EEAT, expérience, expertise, authoritative-ness et trustworthiness, donc autorité et fiabilité. Donc en gros, c'est est-ce que tu as une vraie expertise du sujet ? Ça, c'est l'expérience. Tu parles d'art, de business, de foi, d'économie. Est-ce que tu l'as expérimenté sur le terrain ou tu fais juste du blabla ?
Est-ce que tu as l'expertise pour en parler? Donc, tu connais les codes, l'histoire, les enjeux, tu peux argumenter autrement qu'avec c'est moche ou j'aime pas. Est-ce qu'on te reconnaît comme une référence? Donc ça, c'est l'autorité. Quand on pense à ce sujet-là, est-ce que c'est ton nom qui arrive dans la discussion? Est-ce qu'on t'invite à la table pour en parler? Est-ce qu'on peut te faire confiance? Trustworthiness, donc ça, c'est la fiabilité. Tu es cohérent, honnête, prévisible dans le bon sens du terme. Est-ce que l'expérience avec toi, elle sera solide et fluide, ou bien elle va être entachée et changeante selon le buzz du moment? Et c'est là que la Belgique, elle part en frite totale. Oui, sur le papier, quand on pense marché d'Oel, celui de Bruxelles fait partie des références. Au moins, on n'a pas perdu l'autorité. Mais alors, en termes d'expérience et d'expertise, on envoie surtout le message qu'on n'a pas les codes pour parler d'art, qu'on ne comprend pas sans qu'on regarde, et qu'on panique dès que ça sort du cadre carte postale. Niveau fiabilité, ça donne l'image d'un pays qui suit le buzz et la polémique plutôt que la culture et la cohérence, et qui propose au final une expérience dégradée. Pour une marque, un business ou l'économie d'un pays, c'est exactement le genre de comportement qui fait chuter ton EEAT dans la tête des gens. Moins crédible, moins sérieux, moins choisi. Ce que tu peux piquer à cette histoire pour ta marque, c'est que ton intention ne te protège pas. C'est pas ce que tu voulais dire qui compte, c'est ce que les gens comprennent. Donc en conclusion, c'est pas toi qui auras le dernier mot sur la façon dont ta marque se positionne dans la tête de ton audience, mais tu peux clairement influencer cette perception pour maximiser tes chances d'atterrir là où tu veux dans leur esprit. 2. Un bad buzz, c'est pas juste de la visibilité, c'est aussi la qualité de la relation que tu crées avec ton audience. Confiance, respect, curiosité ou mépris, lassitude et rejet. Favorise toujours la qualité de ce lien-là à la quantité de bruit que ta marque peut faire. Et 3. Tu es jugé autant sur tes réactions que sur ta com officielle. Ta façon de gérer la nuance, le désaccord, la critique, c'est aussi de la gestion d'image de marque. Réfléchis-y à 2 fois avant de lancer une polémique. Est-ce que ça construit ton autorité ou juste ta réputation de drama queen? Si t'as aimé ce scalp, laisse-moi un like, un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé et abonne-toi pour ne rien rater. Si tu veux éviter que ta marque finisse traitée comme cette crèche, jugée en 3 secondes, mal comprise et démolie par des gens plus bruyants que toi, commence par bétonner ton branding. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on fait dans ma formation Branding pour entrepreneurs. Clarifier ta vision, ton positionnement, ton message et la perception que tu veux ancrer dans la tête de ton audience. Si tu veux arrêter de bricoler ton image et construire une marque qu'on respecte et qu'on choisit, je te laisse le lien de la formation dans la description ici en dessous. À toi de voir si tu veux continuer à subir ou enfin maîtriser ton image.